L'histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour, nous avons vu que dans la Russie stalinienne, à partir de 1926-1927, la situation des Juifs devient difficile parce que l'économie est étatisée et donc beaucoup de Juifs perdent leur gagne-pain. Beaucoup sont obligés de travailler en usine et on assiste à la création d'un prolétariat juif qui n'existait pas sous cette forme jusqu'à cette date ou très peu. Et les Juifs vont être victimes de cette situation économique. La famine va exister en Russie. Elle va prendre des formes terribles au début des années 30, quand Staline va mener la politique de dékoulakisation, les koulaks étant des paysans riches, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui possédaient un lopin de terre. Ce lopin va leur être supprimé, les paysans vont être déportés quand ils ne sont pas fusillés, et une famine atroce va apparaître en Ukraine, en 1932 notamment, soigneusement cachée par les autorités soviétiques, mais qui se traduira par des actes de cannibalisme. Et les Juifs vont souffrir de cette situation comme les autres. Il y a certes une aide américaine apportée par le président Hoover et les organisations juives, entre autres, mais c'est naturellement très insuffisant. Les Juifs vont cependant bénéficier, entre guillemets, de la sollicitude, entre guillemets, du pouvoir soviétique, car le président du Soviet suprême, Kalinine, va favoriser des agriculteurs juifs et l'apparition d'agriculteurs juifs dans les kolkhozes, et surtout, avec l'accord plein et entier de Staline, va décider la mise en place d'un État juif, ou du moins d'un territoire autonome juif, en Asie orientale, le Birobidjan. Il s'agit là, avec ce territoire accordé aux Juifs, de lutter contre les idées sionistes qui clandestinement continuent en Russie à travailler les masses juives. Il y a pratiquement 2 millions de Juifs en Russie devenus l'Union soviétique, et ces masses juives tournent leur regard souvent vers la Palestine, ne peuvent plus regarder vers les États-Unis où les quotas d'immigration leur sont devenus défavorables. Et pour détourner ces masses juives, eh bien on décide d'accorder aux Juifs un territoire, le Birobidjan, qui se trouve le long du fleuve Amour, en Extrême-Orient soviétique, le fleuve Amour marquant la frontière avec la Chine, et ça se trouve à 200 km de la principale ville de la région, Khabarovsk, et à peu près à 1000 km de Vladivostok. C'est un territoire perdu dans lequel il y a quand même une population, les populations locales d'origine mongole, et les Juifs vont être incités à partir là-bas pour avoir leur territoire à eux, leur langue, leurs écoles, et pour être majoritaires. Ils ne seront jamais majoritaires au Birobidjan, malgré les afflux relatifs de quelques milliers de Juifs qui acceptent de venir s'installer. Les Juifs ne constitueront jamais que à peu près 20% de la population du Birobidjan. Certes, le yiddish devient langue officielle du territoire, mais sur le plan pratique, on ne fait pas grand-chose pour aider les Juifs qui viennent là à cultiver la terre. Ils arrivent sans rien, sans matériel, et il n'y a pas beaucoup de matériel qui leur est accordé. Ce qui fait que beaucoup repartent
alors que d'autres arrivent, mais la population restera toujours minoritaire dans ce territoire qui devient un territoire autonome juif, qui l'est toujours aujourd'hui, mais où les Juifs ne sont au nombre de quelques milliers, 5 à 6 000 à peu près, qui vivent au milieu d'une population asiatique, même si, encore une fois, le yiddish est toujours langue officielle du territoire. L'échec du Birobidjan pour les Juifs va être accompagné d'une période difficile, non seulement en raison des difficultés économiques de la Russie soviétique, comme on l'a dit, mais également parce que Staline va procéder à des purges nombreuses dans le parti et va fusiller à partir de 1935-1936, directement sans autre forme de procès, beaucoup de cadres du parti, dont des Juifs, pas spécialement des Juifs, mais beaucoup de Juifs, et c'est l'époque également des grands procès de Moscou où des grandes figures comme Boukharine vont être accusées d'être des espions à la solde de l'Allemagne nazie ou je ne sais quoi, des accusations les plus imbéciles qu'on puisse imaginer et qui sont répétées par les accusés à qui on a persuadé que le sort du parti dépendait d'eux et qui, en fidèles communistes, acceptent de dire n'importe quoi. Et pour ce n'importe quoi, ils seront fusillés. Donc la vie intellectuelle est dure pour les élites en général et les élites juives en particulier. Il n'empêche qu'on trouve quand même beaucoup de juifs dans l'armée rouge, dans des professions libérales comme les médecins, dans des cadres d'entreprise, des cadres d'usines, parce que le parti a besoin de compétences. Et donc, on n'est pas regardant et les Juifs peuvent fournir largement ces compétences. Ce qui fait que malgré toutes ces situations difficiles, ils sont à cette époque relativement bien intégrés dans la vie soviétique. 1939, la guerre éclate. L'Union soviétique occupe la partie orientale de la Pologne, qu'elle avait perdue donc à la suite de la guerre de 1919-1921. Elle va occuper la Bessarabie, les États baltes. Pour les Juifs, par certains côtés, c'est une bonne chose parce qu'ils évitent l'occupation allemande, mais ils ne sont pas favorisés pour autant. 22 juin 1941, c'est l'invasion de l'Union soviétique par les nazis, et là, la situation va devenir plus que tragique. C'était l'histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.